Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h à la une de ce journal. Le chef de l'État préside les travaux de la première séance du Conseil de ministres. Également dans l'actualité nationale, début de la campagne de distribution des moustiquaires imprimés. Dans l'actualité internationale, l'armée américaine annonce par erreur préparer son retrait d'Irak. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin les travaux du premier conseil de ministres de l'année 2020. Un conseil de ministres exceptionnel dont les travaux se sont déroulés dans la salle de réunion, nouveau bâtiment de la présidence plus moderne. Les ministres sont arrivés tôt le matin, direction le nouveau bâtiment où désormais se sont déroulés les travaux du Conseil de ministres. Plusieurs projets étaient à l'ordre du jour de ce premier Conseil de ministres de l'année 2020. Écoutons la première partie du compte rendu de cette première Conseil de ministres de l'année 2020, préparé par le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, qui assure l'intérim de son collègue, ministre des Affaires étrangères et porte-parole. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, s'est tenue ce mardi 7 janvier 2020 la première séance du Conseil des ministres qui s'est déroulée au palais de la présidence de la République. À l'occasion de ce premier Conseil des ministres, le président de la République a en préliminaire réitéré ses vœux les plus chers à l'ensemble de la population djiboutienne, ainsi qu'aux étrangers résidant en République de Djibouti et aux membres du gouvernement. La première question inscrite à l'ordre du jour concerne la création du Fonds souverain de Djibouti. Ce projet de loi a pour objet la création du Fonds souverain de Djibouti, qui sera détenu par l'État à 100%, puisque actionnaire unique, et qui aura pour mission d'investir dans les tissus économiques, notamment dans les projets rentables et à fort potentiel de création d'emplois, de co-investir avec les investisseurs nationaux et internationaux dans des projets et d'assurer la gestion de ressources qui lui sont confiées à travers des contrats de mandat de gestion. Le Fonds souverain de Djibouti, le FSD, est un fonds d'investissement national et d'épargne intergénérationnelle qui permettra d'investir dans des projets ayant un impact positif sur l'économie et sur la gestion à long terme des réserves financières pour les générations futures. Il est donc créé sous forme d'une société anonyme soumise aux dispositions du Code général des impôts et l'État demeure, je rappelle, l'actionnaire unique. Il est placé sous la tutelle directe de la présidence de la République. La création de ce fonds souverain permettra de contribuer au développement et à la croissance économique du pays et à la diversification des ressources et des revenus de l'État. Il permettra également la pérennisation et l'optimisation des investissements publics et privés en répondant aux besoins de financement dans les secteurs tels que l'énergie, le tourisme et les infrastructures. Le second point inscrit à l'ordre du jour concernait était relatif à un décret portant statut particulier du corps des enseignants chercheurs de l'Université de Djibouti. Donc, ces propositions conjointes du ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, et du ministère de l'Enseignement supérieur, le projet de décret permet de mettre en place le corps des enseignants-chercheurs à l'Université de Djibouti. Avec 300 enseignants, dont 92 docteurs, l'Université de Djibouti dispose aujourd'hui d'une masse critique suffisante pour remplir dans des conditions optimales ses missions de service public, de formation et de recherche. Toutefois, afin de poursuivre le processus de masterisation, d'une part, et d'amorcer la mise en place des premières formations doctorales en co-tutelle avec les universités partenaires, d'autre part, il est nécessaire d'accompagner l'évolution croissante de l'université par la mise en place d'un nouveau cadre. Ce nouveau statut ou cadre vise la création d'un nouveau corps, appelé corps d'enseignants-chercheurs, composé de deux cadres, à savoir celui de maître de conférence et celui des professeurs d'université.
Les principales dispositions du présent décret donc, sont la définition des catégories d'enseignants et de leur obligation de service en matière d'enseignement, de recherche, d'enseignement de recherche et des missions administratives, une clarification des positions administratives pour mieux accompagner les missions de coopération universitaire, des délégations de congés et de recherche de voyages d'études, la mise en place d'une commission d'avancement, d'évaluation avec la définition des dispositions relatives au cadre des maîtres de conférences et celui des professeurs d'université, à savoir les conditions de recrutement, d'avancement, des rémunérations, des sanctions disciplinaires, de retraite, etc. Le maintien à titre transitoire des dispositions relatives à l'ancien cadre des professeurs assistants pour accompagner les enseignants qui ne sont pas encore titulaires du doctorat. La troisième question inscrite à l'ordre du jour, ainsi que la quatrième, étaient des projets de décrets et d'arrêtés proposés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc la troisième question, c'est le décret fixant les conditions et modalités d'octroi aux établissements privés d'enseignement supérieur de l'accréditation des filières de formation et de son retrait. Donc pour faire face aux nombreuses formations proposées par les instituts privés de formation pour lesquels ces instituts souhaitent délivrer des diplômes réputés de même valeur, c'est-à-dire accrédités, que les diplômes délivrés au niveau national, le ministère de l'Enseignement supérieur fait réévaluer son arsenal juridique afin de pouvoir répondre à ces besoins. En effet, 10% de l'effectif global des étudiants est désormais issu du secteur privé. Ce décret permet donc de redéfinir les conditions et modalités d'octroi aux établissements privés d'enseignement supérieur de leur accréditation, des filières de formation et de son retrait. Il intègre un nécessaire changement dans la procédure d'évaluation des dossiers de demande d'accréditation en précisant toutes les étapes ainsi qu'en introduisant une double évaluation, à savoir une évaluation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et une autre par une équipe d'experts indépendants rémunérés. La quatrième question était relative donc à un projet d'arrêté fixant les cahiers des charges d'accréditation des filières de l'enseignement supérieur privé. Donc ce projet a été adopté, donc cet arrêté vise à définir le cahier des charges des accréditations des filières de l'enseignement supérieur privé. Ce texte intègre une liste exhaustive des paramètres exigés lors de l'évaluation des demandes d'accréditation, ainsi que des formats des diplômes et les signataires qui pourront être délivrés par les instituts supérieurs privés. Le cahier de charges comprend donc les frais d'études, la dénomination de l'établissement, l'intitulé de la filière, les champs disciplinaires, les conseils scientifiques, la description de la filière, l'organisation de la filière et de sa composition, la description des modules par champ disciplinaire, la description des projets de fin d'études ou des projets professionnels et de stages, les modalités de contrôle de connaissances, les diplômes, les intervenants, à savoir personnel enseignant permanent, personnel enseignant vacataire, engagement de l'enseignant, ainsi que les équipements pédagogiques, ce qui complète la liste des éléments à fournir pour obtenir l'accréditation. Voici la seconde partie de ce Conseil des ministres, toujours avec le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun. Deuxième question inscrite à l'ordre du jour, sur proposition conjointe du ministère du Logement et du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, un décret portant modification et complément du décret numéro 194 PR du ministère du Logement portant déclaration d'utilité publique du périmètre d'études des projets de développement urbain intégré PDUI 2 à Balbala. Par décret numéro 2017/94 du 4 juin 2017, le président de la République a déclaré d'utilité publique le périmètre d'études du PDUI. Ces paramètres concernent le quartier Les Yablés et Moustiquaire. Ce même décret fixait aussi les modalités d'indemnisation et de compensation des occupants affectés par le projet avec un délai jusqu'au 4 décembre 2017, 6 mois au maximum à partir de la date de signature du décret. Par ailleurs, le décret stipule que les occupants de construction légère seront pris en charge dans le cadre d'un plan d'action de réinstallation. Le plan d'action de réinstallation
du PDUI 2 a été validé par le comité de pilotage et donc mis en œuvre aujourd'hui. Pour une meilleure cohérence des actions visées dans la stratégie d'ensemble de long terme et en vue d'avoir un impact plus rapide dans la réduction de la pauvreté dans le secteur, le gouvernement a formulé la requête officielle de financement complémentaire auprès de l'Agence française de développement qui a répondu favorablement en octroyant un don supplémentaire de 7 millions d'euros sous forme d'un deuxième projet PDU 2 bis. La convention de financement a été signée le 9 octobre 2019 et le plan d'action de réinstallation PAR spécifique de ce deuxième projet a été réalisé, validé par le comité de pilotage également. Étant donné que les deux projets forment un même programme, il est jugé plus approprié de modifier le décret de 2017, du 4 juin 2017, décret numéro 194, d'abord pour tenir compte des deux projets dans son intitulé, ensuite pour tenir compte de la date de limite de dépôt Étant donné que les deux projets forment un même programme, il est jugé plus approprié de modifier le décret de 2017, du 4 juin 2017, décret numéro 194, d'abord pour tenir compte de deux projets et d'indemnisation qui incluent les personnes affectées par la phase bis, et enfin pour tenir compte de la réorganisation des ministères, de la rétribution, et notamment les deux ministères maîtres qui ont la maîtrise d'ouvrage technique et la maîtrise d'ouvrage social, à savoir le ministère du Logement et le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Donc, avec ce décret, est approuvé l'ensemble du plan d'aménagement et d'équipement des projets de développement urbain intégré dénommés PDUI 2 et PDUI 2 bis, portant sur les quartiers communément dénommés Les Yablés et Moustiquaires. La maîtrise d'ouvrage technique des projets est assurée par le ministère du Logement et la maîtrise d'ouvrage social par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Sont donc déclarés d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la mise en œuvre des activités du plan d'aménagement et d'équipement des projets. Aussi, les terrains et les constructions existantes situés sur l'ensemble du boulevard Assamo et les espaces identifiés pour l'accueil des infrastructures ainsi que les équipements sociaux et marchands sont déclarés d'utilité publique. Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux doivent être réalisées dans un délai maximum de 1 an à partir de la date de signature du présent décret. La procédure d'indemnisation prévue dans le cadre de la loi 172 du 10 octobre 1991, portant également sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera réorganisée par arrêté. Les décisions de déplacement des occupants et d'occupation sont basées sur le plan d'aménagement et d'identification de la situation foncière établie par la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et la direction des domaines et de la conservation foncière. Sont donc concernés par le déplacement tous les occupants du terrain localisés dans le périmètre des services, des activités du PDU 2 et du PDU 2 bis. Les espaces à libérer portent sur l'emprise du boulevard Assamo et les espaces identifiés pour l'accueil des infrastructures et des équipements de proximité, que les occupants soient détenteurs d'un titre foncier, d'un permis d'occupation provisoire ou qu'ils soient propriétaires de faits de constructions légères qui sont implantées, tous sont concernés donc. Seuls les propriétaires détenteurs de titres fonciers définitifs impactés par une décision de déplacement seront indemnisés préalablement à la démolition. Les frais de démolition sont à la charge de l'administration. Les indemnisations des propriétaires disposant d'un titre foncier dont la démolition totale est nécessaire feront l'objet d'une expertise par la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat en ce qui concerne le bâti et par la direction des domaines et de la conservation foncière concernant le foncier. Les occupants identifiés de construction légère disposant d'un permis d'occupation provisoire situés sur les emprises dédiées aux travaux seront pris en charge dans le cadre du plan d'action de réinsertion des deux projets. Sixième question inscrite à l'ordre du jour était relative au projet d'arrêté rendant exécutoire le budget prévisionnel 2020 de l'Institut national de la formation sportive. Donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport
à présenter conformément aux missions définies dans les attributions et conformément au texte créant l'INFS, l'Institut national de formation sportive, le compte 2020, le budget prévisionnel 2020 de cette institution. Conformément aux missions définies dans le texte de la création, l'INFS compte jouer pleinement son rôle pour soutenir les efforts du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport en termes de développement du sport national à travers l'amélioration de la gestion des centres rattachés et la promotion des activités de formation et de pédagogie sportive. En ce sens, l'INFS ambitionne de mettre en œuvre son plan de formation au profit du mouvement sportif et de jeunesse d'une part, et de devenir une véritable pépinière des jeunes talents sportifs en étroite collaboration avec les principaux partenaires. Donc, conformément au décret créant l'Institut et réorganisant l'Institut, cet institut comprend donc le complexe sportif Rafa de Belbela, l'école sport-études d'Al-Sebeh, le centre de haut niveau d'Al-Sebeh, le centre d'altitude du Daï et la piscine olympique de Djibouti. Le budget prévisionnel 2020 permettra à l'établissement d'améliorer sa gestion administrative et financière, mais aussi de poursuivre les missions, à savoir le programme de détection et de formation des jeunes talents, garçons et filles, de football, handball, basket et volleyball. À ce titre, il fait apparaître des prévisions de recettes et dépenses en équilibre, à savoir 42 560 895 francs Djibouti. Je vous propose, mesdames et messieurs, d'écouter à présent la troisième et dernière partie du compte rendu de ce Conseil des ministres, toujours avec le ministre de la Justice qui assure l'intérim de son collègue ministre des Affaires étrangères. La septième question était relative donc, était un projet de décret portant amendement du décret numéro 2017 qui fixait les tarifications de l'assurance maladie universelle. Donc, étant donné que les conditions de prise en charge des prestations de soins définies par les tarifications nationales de référence, c'est-à-dire le décret de 2017, sont très éloignées du coût réel et risquent de conduire à un dérapage des dépenses de la MU qui ont atteint des proportions considérables et risquent d'asphyxier l'institution, il a été décidé de revenir à la tarification de 2015. Ceci pour pérenniser l'assurance maladie universelle. Et ceci a été recommandé, c'est une des recommandations prioritaires énoncées par la Commission nationale d'assurance maladie. C'est cette commission qui avait décidé de revenir à la tarification de 2015. Ainsi donc, aujourd'hui, c'est la tarification de 2015 qui est en vigueur pour les soins et les opérations de 2020. Ceci encore une fois parce que, encore une fois pour éviter les abus et les déviations qui risquent d'exister avec les tarifications actuelles. En fin de séance, le Conseil des ministres a entendu le rapport et la communication des différents ministères, à savoir le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, sur les conséquences des intempéries que nous avons subies les mois derniers. À ce titre, le ministre de l'Agriculture a rendu compte au Conseil des ministres du déroulement des opérations de pulvérisation aérienne qui s'est déroulé du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020. Le gouvernement a opté pour une politique de lutte intégrée. Cela signifie qu'une action d'élimination des gîtes larvaires menée par les institutions publiques ne suffirait pas. Elle doit être accompagnée d'une vigilance particulière qui doit être accordée au rôle et à la responsabilité de l'action citoyenne. À ce titre, il est urgent de rappeler à la population de prendre part à cette action en étant consciente que les eaux usées, les déchets déversés et autres saletés déposées sur la voie publique constituent le foyer épidémique pour les insectes et particulièrement pour les moustiques. Donc il est demandé à chaque citoyen, chaque propriétaire de parcelles de terrain, nu ou bâti, occupé ou vide, d'éviter que ceci ne devienne le terrain de prolifération des moustiques, notamment en utilisant les produits qui permettent de déboucher, de bloquer les gîtes larvaires, surtout sur les plaques d'eau et les eaux usées qui sont de toute nature et qui polluent certaines parties de la ville. Je vous remercie.
Également dans l'actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, a pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays arabes et africains riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden qui a eu lieu hier à Riyad. Cette réunion a été consacrée à la discussion de la charte instituant le Conseil des États arabes et africains pendant la mer Rouge et le golfe d'Aden. Dans son discours lors de la séance d'ouverture, le chef de la diplomatie djiboutienne a mis l'accent sur l'importance que revêt cette nouvelle entité. Il a également souligné la nécessité d'unir les efforts et de coordonner les travaux collectifs face aux défis croissants. Dans la foulée, le ministre djiboutien a exprimé sa profonde inquiétude devant l'escalade des tensions dans la région et appelé à la retenue et à la prévention de tout ce qui pourrait aggraver la situation. À l'issue de la réunion, le ministre a procédé à la signature de la charte créant le Conseil des États arabes et africains pendant la mer Rouge et le golfe d'Aden. Notons que 8 pays ont participé à la dite réunion, à savoir l'Arabie Saoudite, la République de Djibouti, l'Égypte, le Soudan, le Yémen, la Somalie, la Jordanie et l'Érythrée. En marge de cette réunion, le roi saoudien Salman bin Abdulaziz a reçu le ministre des Affaires étrangères de pays et participants. Un certain nombre de questions liées aux moyens de développer la coopération entre les pays riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden ont été abordées lors de cette rencontre. Le roi Salman a salué la création du Conseil des États arabes et africains pendant la mer Rouge et le golfe d'Aden. Il a noté que le chef de la diplomatie djiboutienne était accompagné d'une importante délégation, parmi lesquelles l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'Arabie Saoudite, M. Diadine Saïd Bamakrama. Sous la présidence de l'honorable député Mme Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie aujourd'hui dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Ghedi, qui est accompagné des cadres supérieurs de son département. L'ordre du jour de ces séances a porté sur l'examen du projet de loi numéro 67, modifiant et complétant la loi numéro 61 du 23 mai juin 2014 portant constitution et maintien des stocks d'urgence des produits pétroliers. Il porte d'une part sur la substitution de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti dans les obligations et responsabilités de Djibouti Oil Simply Company, qui a été liquidée, et d'autre part sur l'instauration d'une taxe de 1 franc sur les litres d'essence et de gasoil et son intégration dans la structure des prix. Cette taxe est justifiée par l'augmentation considérable de la demande du gasoil de la part des utilisateurs locaux qui sont l'ONEAD, le ministère de l'Agriculture. Elle a instauré le prélèvement d'une taxe sur le super-intégré dans la structure des prix des produits pétroliers. La Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, qui se substitue à la Société Djibouti Oil Company, responsable de la constitution et le renouvellement du stock et de ces faits de la faible demande sur le marché national du super. Arrivant au terme des échanges, après un débat riche et instructif, les commissaires ont adopté le projet de loi pour sa transmission en séance publique. Également, dans l'actualité nationale, le Palais du Peuple a abrité ce matin une cérémonie de lancement officiel de la campagne de distribution des masses de moustiquaires imprimées d'insecticides à longue durée d'action MILDA dans le cadre de la lutte menée contre le paludisme. En effet, la cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, s'est déroulée en présence du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Momin Hassan Baré, de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Hamad Bilil, du représentant de l'OMS, Dr Ahmed Zouid Tani, et de la représentante du PNUD, Mme Fatima Al-Sher. Le ministre et ses invités ont procédé à la visite des différents stands de présentation sur les éventuelles actions qui sont entreprises dans la cadre de la lutte antivectorielle à Djibouti. L'événement aura donc suscité une large mobilisation de l'ensemble des professionnels de la santé, mais aussi d'acteurs de santé communautaire qui ont suivi avec intérêt les différents programmes de cette journée de lancement relative à la campagne de distribution des masses pour les 2 communes les plus touchées, à savoir la commune de Bolahaus et celle de Razdika.
L'auditoire a pu écouter avec attention les différents exposés faits par des experts pour expliquer l'importance de l'utilisation des moustiquaires, mis également sur la nécessité de l'application multisectorielle de toutes les parties prenantes pour le succès de cette lutte antivectorielle. Cette campagne de distribution des masques intervient à la suite d'une flambée de fièvre d'origine virale qui est transmise par les moustiques et qui a touché plus particulièrement les communes de Boulaous et de Razdika. Dans l'actualité, dans leur allocution, la représentante du PNUD, Mme Fatima El-Cher, et le représentant de l'OMS, Dr Ahmed Zouaitani, ont tous les deux réaffirmé leur engagement pour accompagner les efforts du gouvernement en matière de lutte contre les maladies. On l'écoute. On a mis en place un plan de riposte. On a piloté la pulvérisation intradomiciliaire. On a distribué des MILDA. On a revu les directives de traitement, on a importé de nouveaux traitements et on a pu maîtriser l'épidémie. En mai, avril, mai et juin, on avait environ entre 2500 et 2800 cas par semaine, c'est-à-dire environ 10 000 cas par mois. Et grâce à cette collaboration intersectorielle, on est arrivé à la diminuer jusqu'à ce qu'on arrive en début octobre à environ 106 cas. C'est une réussite que je n'ai jamais vue ailleurs. Comme on a vu tout à l'heure, la courbe qui a complètement descendu, c'était un travail extraordinaire. Et pour cela, je tiens à remercier le ministère de la Santé et ses partenaires pour les efforts qui ont été consentis dans ce sens. La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Hamed Bilil, a rappelé l'implication totale de l'Union nationale de femmes djiboutiennes aux côtés du ministère de la Santé dans cette lutte antivectorielle. La vice-présidente a par ailleurs exhorté la population à veiller aux recommandations du département de la Santé, préconisant l'utilisation des moustiquaires imprégnés pour éviter les piqûres des moustiques. On l'écoute. Le lancement de cette campagne, que nous nous réjouissons de soutenir et d'accompagner fortement, constitue, outre l'efficience qu'elle engendre, une excellente opportunité pour marquer une attention particulière sur le fardeau dû à ces maladies. Elle permet également de s'interroger sur les actions que tout un chacun doit entreprendre pour contribuer à la réduction ou l'élimination, gage d'un développement humain durable. Honorables invités, sous le leadership de la Première Dame, Son Excellence Mme Khadra Mahmoud Haït, l'Union nationale des femmes djiboutiennes milite pour le bien-être de la mère et de l'enfant, qui constitue l'une des priorités des actions de notre organisation. Membre du comité multisectoriel chargé de mener des actions concertées et rapides pour l'atteinte de l'objectif de l'éradication multiforme du paludisme, notre organisation s'est engagée à conduire des actions de sensibilisation et d'adhésion massive de la population aux actions ciblées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie depuis juillet 2019 aux côtés du ministère de la Santé. Pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derié, a lancé un appel à la société civile en vue de leur participation aux efforts d'intensification de la lutte antivectorielle qui, selon lui, constitue une priorité absolue dans la politique sanitaire telle qu'est dictée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Le ministre a, pour ainsi dire, sollicité l'implication de tous les acteurs concernés qui contribue efficacement à ces nouvelles dynamiques vertueuses visant à endiguer définitivement la propagation du paludisme et de maladies vectorielles en République de Djibouti. Écoutons à présent le ministre de la Santé. Permettez avant tout propos, à l'aube de cette nouvelle année, je présente mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de prospérité à l'endroit de l'ensemble de la population djiboutienne et en particulier au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et à la Première Dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït.
En cette période particulièrement difficile pour notre pays, mes pensées vont d'abord aux plus vulnérables d'entre nous. Puisse Allah alléger leur souffrance. Mesdames et messieurs, les épisodes pluvieux exceptionnels du mois de novembre 2019 ont entraîné une augmentation importante des maladies vectorielles qui sont les paludismes, la dengue et les chikungunya. Pour y faire face dans toute la capitale, le lancement au mois de septembre 2019 d'une campagne de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides dans les quartiers les plus affectés par le paludisme, les campagnes répétées de pulvérisation conduites dans la capitale, l'utilisation d'un avion pulvérisateur durant 5 jours et enfin, le lancement qui nous réunit ce matin, celui de la campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides destinés à toute la population de Djibouti. Dans l'actualité nationale, il y a cette réunion de travail à Addis Abeba entre le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboukar Omar Haddi, à la tête d'une forte délégation, dont notre ambassadeur à Addis Abeba et la ministre éthiopienne des Transports. Principal sujet de discussion, préparative et création d'un mécanisme de coordination pour l'acheminement de 1,4 million de tonnes d'engrais depuis nos ports vers l'Éthiopie. On prépare à cette réunion le commandant du port, le directeur général de Doralé Multipurpose, le directeur général de la société en charge des corridors, le directeur général de la société de Tajora et le directeur général de la société en charge du système de guichet unique des ports. Du côté éthiopien, la ministre était accompagnée du directeur général de l'autorité des affaires maritimes éthiopienne, directeur général de la compagnie éthiopienne de logistique et de shipping et quelques autres collaborateurs. Un comité de suivi et de coordination a été mis en place pour assurer que ces produits soient acheminés et livrés à temps. La police nationale a organisé ce matin une opération coup de poing dans plusieurs secteurs de la ville de Djibouti. À cet effet, tous les éléments de la police nationale ont été mobilisés aux horreurs pour mener des descentes dans des secteurs identifiés comme étant des foyers de vente de stupéfiants et de l'immigration clandestine. Placé sous la houlette du directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, ces opérations ont été menées par toutes les unités de la police nationale rassemblées aux premières heures de la matinée afin de ratiser ces lieux de haute criminalité à Djibouti. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de lutte contre l'immigration clandestine a permis l'arrestation de centaines de migrants qui, installés dans des maisons de fortune, s'adonnaient à des activités illégales telles que la vente de stupéfiants, suite à un recoupement d'informations identifiant ces secteurs comme des zones de haute criminalité. Des vastes opérations ont été menées pour déloger ces populations flottantes qui avaient installé leur habitation illégale dans plusieurs quartiers de la ville de Djibouti. Ces actions de grande envergure visent à mettre fin à la criminalité dans notre pays et à l'installation d'habitations illégales construites de manière sauvage par les migrants. En fin de matinée, toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette opération ont été transférées au centre de transit de Negad avant leur reconduite aux frontières. Ces opérations de lutte contre l'immigration clandestine se poursuivront de manière permanente dans tous les secteurs détectés comme étant des zones de criminalité potentielles. Le directeur général de l'enseignement, M. Abdi Dirir Guiré, a dirigé hier après-midi les travaux d'une réunion préparatoire du championnat scolaire sportif pour la saison 2019-2020. La rencontre s'est déroulée au siège du MENFOP en présence du nouveau chef de service du sport et de la culture, M. Mustafa Hassan Roblé, les inspecteurs de PS, M. Abdelkader Issa et M. Rami Mohamed Ali, ainsi que le coordinateur des PS et les responsables des commissions sportives ont également pris part à cette réunion. À noter que cette année, le championnat sport scolaire saison 2019-2020 dans les établissements de l'enseignement moyen et secondaire se dispute entre les équipes qui se sont qualifiées.
Donc la nouveauté de cette année, nous avons donc insisté pour qu'il n'y ait pas de problème majeur au niveau, que ce soit au niveau des enseignants ou bien au niveau des élèves. Donc l'établissement donc de la licence. Donc cette année, il y aura donc un contrôle strict au niveau des élèves pour qu'on puisse savoir qui joue et qui est dans quel établissement. Et la deuxième nouveauté, c'est Inch'Allah, donc nous avons donc comme objectif la préparation des équipes nationales au niveau scolaire. Dans notre page nécrologie, la famille des artistes nationaux est en deuil après la disparition du grand artiste et musicien Mohamed Ali Hamed alias Kamel Hadji Ali. Mohamed Ali Hamed Kamel est issu de la famille du sultanat de Gobaad, petit-fils de Hamad Loïta, le grand et le fils de Hadji Ali. Mohamed Ali Hamed alias Kamel a commencé sa scolarité en Éthiopie et après une brève carrière dans l'armée, il débute dans la musique à partir des années 1967. Musicien, batteur de club musical de la capitale, Kamal est considéré comme le père de la musique moderne à Djibouti. Ses œuvres musicales du feu Kamel Hadji Ali résonnent dans la majorité des chansons djiboutiennes diffusées constamment à la RTD. Il était également parmi les jurys du fameux concours de Jeunes Talents 1, section à phare organisée par la radio-télévision de Djibouti. En cette circonstance douloureuse, le ministre de la Culture, Momin Hassan Barre, adresse un message de condoléances le plus attristé à sa famille, à la grande famille des artistes djiboutiens. Également le ministre du Transport, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre de la Communication, Radouane Abdullahi, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Ghedi, le secrétariat d'État à la solidarité, Hamadou Mohamed Aramis, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Dileita, la direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti s'associent aux côtés du gouvernement à adresser leurs condoléances les plus attristées à toute la grande famille et à tous les artistes djiboutiens. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Également, nous avons appris le décès de M. Jama Mi'in Waïs, opérateur économique de Dikil, élu à l'Assemblée générale de la Chambre de commerce de Djibouti. Le président, les membres du bureau et de l'Assemblée générale, le secrétariat général ainsi que l'ensemble du personnel de la Chambre de commerce de Djibouti et de magasins généraux adressent leurs plus sincères condoléances à l'ensemble de sa famille. Le ministre du Transport, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre de la Communication, Radouane Abdullahi, le ministre de la Culture, Momin Hassan Barre, le secrétariat d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Ghedi, adressent également leur message de condoléances. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Amin. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à l'actualité internationale. L'armée américaine a envoyé par erreur une lettre expliquant que les soldats américains s'est préparé à quitter l'Irak. Le détail dans ces commentaires. Une confusion règne autour de l'annonce du retrait des troupes américaines en Irak. Dans une lettre signée du général William Seeley, l'armée américaine a annoncé qu'elle allait quitter le pays. Puis, quelques minutes plus tard, le chef du Pentagone, Mark Esper, a apporté un démenti. Selon le général Mark Milley, chef d'état-major de l'armée américaine, il s'agit d'un projet mal rédigé destiné à informer Bagdad d'une recrudescence des mouvements des troupes. Une lettre émanant du commandement militaire américain a pourtant bien été diffusée dans la soirée prévenant Bagdad d'un redéploiement des forces américaines conformément aux souhaits exprimés par le Parlement lors d'une session extraordinaire dimanche. Les États-Unis comptent 5200 soldats en Irak jusqu'à l'arrivée la semaine dernière de plusieurs centaines d'autres pour protéger l'ambassade dans la zone verte, un quartier ultra sécurisé de Bagdad attaqué mardi par des milliers de pro-Iran. Le Sénégalais Sadio Mané est le grand favori pour le titre du meilleur joueur africain de l'année 2019 qui sera décerné ce mardi soir lors d'une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football en Égypte. Et le détail dans ces commentaires. 4e au classement du Ballon d'Or devant l'Égyptien Mohamed Saleh et l'Algérien Riyad Mahrez, les deux autres finalistes. Sadio Mané a l'occasion de devenir le premier joueur sénégalais sacré meilleur joueur africain mardi depuis Al-Hadi Diouf. Saleh a déjà été sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018, tandis que Mahrez avait remporté les titres en 2016. Coéquipés à Liverpool, Mané et Saleh ont connu une année faste avec des victoires en Ligue des Champions, Supercoupe d'Europe et au Mondial des clubs,
club, seule la première ligue la réchappe, au profit du troisième finaliste, Riyad Mahrez. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.